Bonsoir Virginie et merci d'être avec nous. Bonsoir Thomas, merci beaucoup. Donc on va un peu décrypter la gestion de cette crise et ce que ça dégage et ce que ça révèle, notamment des inégalités de notre société ou des difficultés de notre modèle. Toi tu es politologue, donc tu as un regard qui est extrêmement intéressant là-dessus. Moi, première question, c'est de savoir est-ce que la crise du coronavirus, c'est pas un miroir extrêmement grossissant justement des failles de notre société, ce que j'ai rappelé au début. Et est-ce qu'on n'est pas en train d'opérer une espèce de fracture? On avait quand même un commun qui structurait la société aujourd'hui, qui tend à devenir la chacun pour soi et qui va mettre à mal ce qui fait la richesse de notre pays. Bah oui, c'est un miroir grossissant, hein, c'est ce que tu dis en fait, hein, c'est un miroir quand même grossissant de nos failles. Et surtout aussi peut-être de nos infrastructures qu'on a trop laissé tomber en définitive, comme si elles n'étaient pas graves, comme si elles n'étaient pas importantes et comme si elles ne rapportaient pas d'argent, tu vois, dans une espèce de pseudo-efficacité financière. En fait, on se met dans des positions malaisées financièrement parce qu'on veut faire des économies de court terme. Donc c'est là où on marche aussi sur la tête, hein. C'est là où l'économie hétérodoxe est très importante, qui nous dit justement que l'économie, c'est pas un truc hors sol qui flotte, mais que c'est imprégné et encastré dans le social. Donc l'infrastructure, c'est quoi? Évidemment, c'est la santé, évidemment, c'est les transports, évidemment, c'est l'eau, le gaz, l'électricité, toutes ces choses qu'on privatise à l'envi, qu'on estime négligeables de plus en plus. La santé et l'éducation sont aussi évidemment deux piliers de ce que je pourrais appeler des infrastructures du commun, en fait, tout simplement. Ce n'est pas des infrastructures comme des routes, évidemment, mais c'est des infrastructures du commun. Et c'est très important parce que c'est là où on fait le lien. Et le lien, évidemment, mais aussi, moi, je trouve que ça dit quelque chose qui est un peu un malaise quand même dans lequel ça nous met. On est dans des sociétés où il y a des richesses absolument délirantes, absolument incontrôlables, incontrôlées. On a des moyens technologiques délirants aussi. Et puis tout d'un coup, on est tout petit face à un masque. Parce que on a décidé de faire une division internationale du travail. La Chine s'occupe de ça, le Japon de ceci, la Corée du Sud d'autre chose, etc. Les États-Unis, j'en passe. Et puis tout d'un coup, on est donc des miniatures. euh, alors, on n'est pas des miniatures ni économiques vraiment, ni politiques, mais on est des miniatures de bon sens. Tout d'un coup, nous ne savons plus produire des masques, être autonomes sur ce genre de choses qui sont tellement basiques. Et on en avait. Ça a beaucoup tourné, cette information, mais il faut quand même encore la rappeler. On avait 2 milliards de masques en 2013. Il ne faut pas l'oublier, 2 milliards. Et de masques de divers types, hein, des FFP2, des chirurgicaux, etc. Hein. Donc voilà, je trouve que ça dit et ça évidemment souligne nos faiblesses d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'on va en plus continuer, tu vois, à cultiver ces faiblesses. Justement, tu parles des masques. Il y a eu un documentaire sur BFM où il y a une séquence surréaliste où Emmanuel Macron dit on n'a pas été en pénurie de masques. Et donc cette crise, elle a été un peu caractérisée par du mensonge. On nous a dit qu'il fallait pas utiliser un masque, puis après l'utiliser. On nous a dit que l'OMS ne l'avait pas dit alors que ça l'avait dit. Est-ce que cette façon de gouverner et de mentir, c'est pas une des caractéristiques d'Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ce qu'on l'a vu sur d'autres sujets? En fait, depuis le début, depuis le début, je suis socialiste, je ne suis pas socialiste, je suis socialiste, je ne suis pas socialiste. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait eu des montages là-dessus. C'était complètement dingue. Tu voyais ça, tu voyais déjà que tout était dit. Tu voyais en fait l'ultra-utilisation caricaturale de la communication politique et du marketing politique en fait. Tu sais, c'est-à-dire que en fait, la personne devient un miroir de ce que tu as juste envie d'entendre. Tu as envie d'entendre que je suis socialiste, alors je te dis que je suis socialiste. Tout d'un coup, je suis ailleurs, devant le MEDEF, alors tout d'un coup, je ne suis plus socialiste. Et puis, auprès d'ouvriers, je vais être vraiment très ouvrier, je vais aimer l'industrie, tu vois, etc. Et puis, il a dit aussi, à un moment donné, dans un forum de femmes, il dit, donc en anglais, I'm a feminist.
tout d'un coup, Macron devient féministe. Et puis, derrière, il nomme Schiappa, ce qui est quand même pas le plus féminisme radical qu'on ait trouvé. Hein. Et puis, à côté de ça, il nomme un Premier ministre qui dit qu'à l'Assemblée nationale, il est important de choper certaines nanas parce que c'est des trophées. Choper sexuellement, tu avais compris. Tu vois, et puis après, on voit bien aujourd'hui que l'aéropage qui le suit tout le temps, et dans ce reportage dont tu parles, on le voit bien, c'est Men in Black, c'est Men Only, c'est 99% d'hommes, tu vois. Évidemment, aujourd'hui, avec les principes de parité, les ministères sont hommes-femmes, les députés aussi, mais ça c'est quasiment obligatoire, c'est rentré dans les mœurs. Mais le cœur du pouvoir, le réacteur du pouvoir, il n'a rien de féministe. Donc tu vois, depuis le début, tu sais, il y a une sorte de, on appelle ça le langage performatif, et je trouve que ça lui va bien. Tu sais, c'est quand dire, c'est faire. Alors, le truc le plus flagrant, c'est, je donne souvent cet exemple, j'en suis désolée si je me répète, mais c'est abracadabra. Tu vois, je dis abracadabra, et hop, la porte est censée s'ouvrir. Eh bien, Macron, c'est un peu ça, c'est-à-dire, je suis féministe, donc d'une part, tu dois croire que je suis féministe et mes actions devraient être féministes. Je suis socialiste, du coup, etc. Tu vois, on n'a pas eu de pénurie de masques, alors on n'en a pas eu. Tu vois, comme si le langage se substituait à l'action, en fait. Et c'est très compliqué parce que, à force comme ça de faire des distorsions cognitives, parce que c'est bien ça, c'est bien ça. Quand il te dit, par exemple, on n'a pas manqué de masques, eh bien, si je ne suis pas très informée, ou si je ne suis pas médecin, ou infirmier et infirmière, ou bien si je n'ai pas eu des parents ou des amis morts par faute de masque, je peux me dire que cette euphémisation fonctionne bien. Je peux me dire que finalement, il a peut-être raison, après tout. Tu vois, à force de répéter une non-vérité, eh bien, malheureusement, elle s'inscrit dans la tête des gens. Elle ne devient pas vérité dans la réalité, mais elle devient vérité plus ou moins dans les représentations, tu vois. Donc, il y a aussi beaucoup de travail dans ces distorsions cognitives d'euphémisation, tu vois. Tu sais, il dit exactement, je crois, je vais reprendre ça, on a fait une doctrine restrictive pour éviter la rupture. Mais quel étrange mot pour raconter pénurie, pour justement éviter de dire il y a eu pénurie de masques. On a fait une doctrine restrictive. Mais on est chez les dingues. Enfin, tu vois, c'est même dans un manuel de gestion de base, personne n'oserait employer quelque chose d'aussi fou, tu vois, pour raconter cette histoire. Donc oui, depuis le début, il y a beaucoup de jeux avec le langage. Il y a un autre élément qui caractérise ce gouvernement. On l'avait vu avant la crise du coronavirus, on l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec quand il y a eu des manifestations de soignants, il y a eu les images des pompiers, on a vu des CRS taper sur des pompiers, c'était quand même quelque chose de très fort. Et là, on a eu l'état d'urgence sanitaire, on a eu la tentative de mise en place d'une plateforme qui nous signifiait quels étaient les bons articles de presse à regarder. Bon, heureusement, il y a eu un recul là-dessus. Il y a la loi Avia qui vient d'arriver. Est-ce qu'il y a, à côté du mensonge, il n'y a pas une tendance aussi d'autoritarisme dans ce gouvernement à s'enfoncer dans des lois qui sont liberticides et il n'y a pas de réaction en face de ça? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Évidemment, aujourd'hui, ce qu'on appelle le néolibéralisme aime beaucoup l'État. Tu vois, c'est un néolibéralisme, c'est un libéralisme qui a besoin d'État. Parce que le vrai libéralisme n'a pas besoin d'État, hein, d'accord. Là, au contraire, hein, c'est un libéralisme, c'est un stato-libéralisme, c'est un libéralisme illibéral, tu vois, je ne sais pas comment exactement l'appeler, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc oui, c'est quand même beaucoup d'autorité. Moi, j'avais écrit un bouquin qui est sorti, je crois, en 2015, et tu sais, j'avais beaucoup d'espoir. Et je disais démocratie horizontale, participation des citoyens. Je parlais avec d'autres, type Saint-Omer, tu vois, des tirages au sort des citoyens, de la participation du plus grand nombre, tu vois, une espèce de démocratie comme ça, collective. Et puis tout d'un coup, arrive la verticalité. Revient en fait la verticalité, tu vois, parce qu'on pensait s'en être un peu débarrassé de cela. Et en fait, elle nous revient avec cet homme qui se prend et qui dit qu'il est Jupiter, qui s'auto-intronise dans la cour du Louvre de manière
d'une solennité qui rappelle, tu vois, des temps bien, bien anciens et bien plus royalistes que républicains. Donc c'est très problématique. Et par rapport après, évidemment, aux lois qui arrivent derrière, alors tu as dit aussi les gens qui s'étaient fait violenter par la police, il y a aussi des journalistes qui faisaient juste leur métier, qui se sont fait taper dessus. Moi, j'ai été surprise, honnêtement, de voir le peu de réactions quand même sur les mains arrachées, les éborgnés. C'est quand même assez fou, à part dans un certain pan de la population et de l'échiquier politique. J'ai trouvé, si tu veux, qu'il y avait peu de gens qui étaient pourtant de tout temps très attachés aux droits humains, aux droits de l'homme et aux droits de la femme. J'ai trouvé qu'il y avait très peu de réactions, comme si c'était normal, comme s'il avait bien cherché. Tu sais, comme on dit à propos des nanas, tu avais un décolleté trop décolleté, tu l'as bien cherché après tout, tu vois. Non, non, tu ne l'as jamais bien cherché. Ça n'existe pas, cette affaire-là. La police doit de toute façon gérer le fait qu'elle a l'ordre pour elle, tu vois, et la violence légitime pour elle. Si sa violence est légitime, elle doit être aussi contrôlée, tu vois, sinon elle devient illégitime. Et j'ai trouvé que beaucoup de gens se taisaient là-dessus. Alors après, sur la loi Avia, alors tu disais, heureusement que le ministère de la Vérité a plié bagage, sinon on aurait été vraiment dans 1984 d'Orwell, avec ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui doit être lu, ce qui ne doit pas être lu. C'était complètement délirant ce truc. Heureusement que les sociétés de journalistes ont vraiment réagi, et tant mieux, tant mieux, tant mieux, qu'il y a encore un peu de réaction dans ces sociétés. La loi Avia pose plein de problèmes, plein de problèmes, puisque ça donne beaucoup de pouvoir aux plateformes de dire le bien, de dire le droit, de dire le juste. Donc c'est quand même un problème absolu. Et en plus, si tu veux, comme ça va être quand même délégué à des algorithmes, tu vois, je peux avoir des propos, si tu veux, dans les mots-clés, il va y avoir de la haine, mais l'ensemble n'est pas haineux, tu vois. Et l'algorithme risque d'enlever mon tweet ou ma publication Facebook ou je ne sais quoi, parce que dedans, il y a écrit haine, race, tu vois, homosexualité ou je ne sais quoi, etc., handicap et compagnie, ou ce que tu veux, sexisme, mais posté dans une bonne manière, sans haine, tu vois, mais avec des mots qui tout d'un coup, souvent, sont malheureusement, évidemment, l'objet de haine sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être très ambigu. Et au lieu que ce soit l'État qui s'amuse avec ça, si je puis dire, et qui dit le droit, eh bien, les plateformes vont aussi, et donc les algorithmes vont travailler un peu à notre place, ce qui est quand même problématique. Ça ne s'inscrit pas. Vas-y, vas-y. Ouais, et sur le liberticide et les lois liberticides, quand même, le problème, si tu veux, on l'a vu, par exemple, tu vois, dans l'Allemagne nazie, euh, ils avaient très peur des microbes, de la tuberculose, de la grippe, tu vois, il y avait quelque chose comme ça. Et ça a beaucoup justifié l'épuration. Alors, ce n'est pas forcément l'épuration, tu vois, au sens des hommes et des femmes, mais d'abord l'épuration, la propreté, tu vois, mettre le feu pour purifier, tu vois, tout ce genre de choses. Et puis tout d'un coup, tout ça est passé à la purification ethnique et on a purifié, entre guillemets, des races. Donc, bien sûr que dans ces moments de grande peur sanitaire, tous les curseurs peuvent être ouverts, tu vois, pour vraiment se laisser emporter dans des lois liberticides. Où est le curseur entre là on est protégé et là on est enfermé? C'est très compliqué. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, parce qu'on a vu quand même plusieurs personnes qui ont été en garde à vue. Elles avaient mis des banderoles contre Emmanuel Macron, ce qui est quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'écrire sur son balcon qu'on est contre le président. C'est quoi qui explique le fait qu'il y ait peu de réaction de la part des gens? C'est que c'est ce sentiment de peur d'être tétanisé dans cet instant-là qui fait que peu de personnes montent au créneau pour dénoncer ce qui se passe, quoi. Après, quand un pouvoir est très fort, il y a aussi une autocensure qui s'exerce. Quand un pouvoir te dit que eh bien, tu peux perdre ton œil
ta main, ta vie, tu vois, parce que le pouvoir s'énerve, ou que tu peux être exclu de chaînes de télévision parce que le pouvoir s'énerve, eh bien forcément, tu te dis, est-ce qu'il vaut mieux que j'aille cultiver mon jardin au fin fond de la campagne, ou est-ce qu'il faut que je prenne encore la parole? C'est compliqué quand même. Quand tu as des drones qui viennent planer sur toi comme ça et qui te disent en haut-parleur, je veux dire, c'est pas Black Mirror, c'est la vraie vie. Les gens le croient à peine, on est sidéré intellectuellement. On se dit, mais est-ce que c'est pas exagéré? Non. On a vu des drones dans certaines villes qui disaient rentrez chez vous, vous avez dépassé votre périmètre et ce genre de choses. Tu vois, on a l'impression de vivre dans une dystopie. Et cette dystopie, évidemment, devenue dans une fiction, justement, devenue réelle, tu vois. Et, ça, et je pense quand même, comment dire, tu sais, c'est un peu comme l'histoire de la grenouille qui est dans une casserole d'eau froide, et puis tout d'un coup, tu montes l'eau. Et puis l'eau devient tiède, et puis un peu chaude, et puis très très chaude, et puis la grenouille, elle est morte avant de se rendre compte qu'elle était en danger. On s'habitue, on intériorise aussi, tu vois. Il faut garder une sacrée vigilance et un esprit critique énorme. Et pour aussi faire écho à ta première question, la société évidemment, nous maintient aussi dans l'entertainment, le divertissement, le loisir, la consommation. Et tout ça nous empêche évidemment, éteint notre vigilance, bien sûr. Donc il y a aussi l'enjeu du jour d'après qui est en train de se discuter. Et on voit que toutes les forces politiques réfléchissent à quelles vont être les solutions. Emmanuel Macron, il a utilisé beaucoup de mots particuliers qu'il n'avait jamais utilisés jusque-là. Souveraineté nationale, relocalisation, fermeture des frontières, ça il l'avait déjà dit. Mais c'est des mots qui sont utilisés à la fois par la gauche et à la fois par l'extrême droite. Aujourd'hui, est-ce que l'extrême droite, elle peut sortir gagnante et, j'ai envie de dire, récolter les fruits de cette crise et encore monter dans un niveau électoral alors qu'elle est déjà particulièrement haute? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas sûre de ça, parce que finalement, ce président, en jouant le parti unique, ramène les partis de type Front National dans leur portion congrue, tu vois. Donc je ne suis pas sûre en fait que ces phraséologies euh, finalement viennent bénéficier au Front National. Parce qu'en plus, Macron, justement, joue la super autorité. Il est quand même très traditionnaliste. Il rassure évidemment les électorats de droite. Il colorie ça avec un peu d'écologie. Tu vois, il y a quelque chose d'un peu pervers politiquement, en fait. Moi, ce que je crois surtout, c'est que je pense que des leaders, des nouveaux leaders peuvent aussi émerger en essayant peut-être de se référer aux très grands anciens de type Platon, de type Aristote, tu vois, et qui nous parlent de juste mesure, tu vois. Et moi, j'aimerais que ce soit la philosophie de la juste mesure, en fait, qui revienne en nos seins, en fait. Parce que là, on a vraiment complètement déliré et dérivé. On est à des situations paroxysmiques qui ne vont pas du tout, en fait. Et le bon politique, c'est celui qui a la juste mesure. Et ça, c'est très important. Et la connaissance de l'idée du bien, c'est la connaissance suprême que doit posséder ce bon gouvernant. Donc moi, j'irais plutôt vers ça. C'est qu'est-ce que la vie bonne aussi, tu vois, d'une Judith Butler qui a beaucoup travaillé sur cela. Et d'ailleurs, elle parle des morts correctement ou pas correctement enterrés, tu vois. Ça fait évidemment penser à cette histoire de Covid où on a laissé des gens à la fois mourir et puis enterrer seuls. C'est dramatique, hein, c'est vraiment dramatique. Ce n'est plus une vie bonne, tu vois. Donc, je dirais d'une part la juste mesure et la vie bonne. Ça me paraît bien plus important que la souveraineté nationale. Parce qu'en fait, si on a une juste mesure, la souveraineté nationale, elle se met à la bonne place. Tu vois, c'est-à-dire qu'on continue, bien sûr, à avoir des frontières ouvertes, à pouvoir parler avec nos amis, si on en a, chinois, argentins, algériens, marocains, tchèques et que sais-je. Et on peut encore apprendre des langues étrangères, on peut bénéficier pour le meilleur et le meilleur de la mondialisation. Et puis, si on est dans la juste mesure,
On ne va pas se laisser emporter dans le torrent de la mondialisation. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pareil, tu vois, les fortunes, si elles sont mesurées, justement mesurées, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand je vois que des milliardaires aujourd'hui, en termes de fortune, concurrence en termes de PIB, si tu compares leur fortune au PIB, d'accord, de certains pays, tu as des fortunes, Jeff Bezos évidemment en premier, tu as des fortunes aujourd'hui personnelles qui sont équivalentes au Maroc, au Koweït, au Luxembourg, à la Roumanie, j'en passe et des meilleurs. Est-ce que là, nous sommes encore dans la juste mesure? Comment vont faire tous ces pays qui ont moins d'argent que des milliardaires ou qui sont, tu vois, dépassés par un individu? Et ça, c'est très problématique, tu vois. Et là, tout d'un coup, nous ne sommes plus dans la juste mesure. C'est ça, je crois, qu'il faut remettre, tu vois, au centre de nos villages et de nos esprits, cette juste mesure et le bon politique et la vie bonne. Partant de là, tu vois, tout, comment te dire, tout est en place, en fait. Tu vois, il n'y a, plus de problème, il n'y a plus... il n'y a plus de problème de gens, notamment d'Afrique, qui essayent de venir en Europe via la Méditerranée, parce que, est-ce que c'est une vie bonne? Non, c'est pas une vie bonne. Donc tout d'un coup, on leur vient, tu vois, on vient à leur secours, où on met des choses en place pour que ça ne se produise plus, que ça se produise pas dans cette horreur, tu vois. Tout d'un coup, quand on est, si tu veux, dans des bons curseurs philosophiques, de philosophie politique, on est bien, en fait. Tu vois, moi, j'ai pas de problème avec la souveraineté nationale, les frontières, pas les frontières, tu vois, j'ai aucun problème avec tout ça, mais il faut qu'il soit dans le bon curseur et pour le plus grand nombre. C'est ça l'idée. Mais tous ces socles-là, aujourd'hui, de philosophie politique, sont complètement balayés. Ils ont perdu le nord et le sud, et l'est et l'ouest, tu vois. Nos politiques ont tout perdu. Il faut qu'ils se posent, il faut qu'ils aient le temps de se poser et de penser sur cette philosophie de la juste mesure. Tu vois, c'est un peu ça plutôt que j'aimerais voir arriver et porter par un homme, une femme ou un groupe d'hommes et de femmes, tu vois, qui porterait ce message qui serait sans excès et pour le plus grand nombre. Mais merci Virginie pour cet éclairage et on se retrouvera très bientôt, je pense, pour d'autres décryptages dans cette émission. Merci à toi, Thomas. Merci beaucoup.